petit harnachement un peu spécial avec le micro qui me permet de ne pas avoir à remettre le masque à chaque fois. Et voilà, donc je ne sais pas alors pour les consignes si on doit effectivement le remettre après ou pas, mais voilà, enfin, comme vous le... Et alors, pour démarrer cette rencontre intitulée « L'illustration et la ville, le cas du Grand Paris », je vais d'abord vous rappeler qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un appel à candidature internationale pour illustrer les territoires du Grand Paris, dont l'objectif est la réalisation de fresques pérennes sur les quais de gare du Grand Paris Express. Cet appel à candidature est réservé aux artistes et auteurs professionnels issus de la bande dessinée, de l'illustration, de l'animation et du graphisme. Et rappelons-le, il est ouvert jusqu'au 15 septembre à... Minuit, je dirais, mais... Midi. Ben oui, c'était le piège. Minuit, voilà, c'était le piège. Donc midi et pas minuit. Voilà, donc finalement, c'est midi. Et je vous propose, là aussi, au-delà de cet appel à candidature, de vous donner quelques éléments sur le déroulé de notre rencontre, qui va s'articuler en 2 temps. Une première table ronde intitulée « L'espace public, nouveau territoire de l'illustration » de 45 minutes environ. Puis, après un petit changement de plateau, une seconde table ronde titrée « Illustration et imaginaires urbains, quelle place pour les artistes et auteurs dans la transformation urbaine ?» elle aussi de 45 minutes environ. Alors on va commencer avec la première table ronde, « L'espace public, nouveau territoire de l'illustration », dans laquelle nous allons aborder les questions évidemment de l'espace public, mais aussi de la commande pour des disciplines comme la bande dessinée, le graphisme, l'illustration et les arts graphiques, avec nos premiers intervenants que je vous présente tout de suite. José Manuel Gonçalves, directeur artistique pour le Grand Paris Express. Marc Vaudet, directeur du département de la création artistique du CNAP, le Centre national des arts plastiques. Pierre Lunghiretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée. Et Pierre-Emmanuel Becheran, responsable de l'unité architecture, culture, design et création à la Société du Grand Paris. Et bien, je propose que Pierre-Emmanuel Becheran, vous commenciez, parce que c'est la Société du Grand Paris qui a lancé cet appel à candidature. Et in fine, cette grande commande dans l'espace public, est-ce que vous voulez nous en parler? C'est un peu le point de départ de la rencontre. Alors, je peux peut-être commencer par dire que le Grand Paris Express est en soi une grande commande pour l'espace public et dans l'espace public. C'est 200 km de nouveaux métros, 200 km de tunnels, 68 nouvelles gares, donc 68 commandes d'architecture déjà, avec une trentaine d'architectes qui travaillent aujourd'hui à nos côtés pour construire ces gares. Des commandes confiées évidemment aussi à des urbanistes pour travailler la question des espaces publics et de l'ancrage territorial de ces gares dans les différentes villes qui vont être desservies demain par le projet. Commande aussi à des designers. Rudy Bord est avec nous aujourd'hui. Rudy qui travaille depuis maintenant 5 ans, même 6 ans je dirais, à nos côtés, avec Patrick Join pour concevoir l'ensemble du mobilier et l'ensemble des équipements qui vont équiper ces gares. Et puis, projet de commande artistique, puisque nous avons décidé d'associer sur chacune des gares, et dans la conception même des gares, à chaque fois des artistes à la construction de ces futurs ouvrages, pour la plupart enterrés, mais avec à chaque fois une dimension urbaine très forte. Donc, en soi, le Grand Paris Express, je dirais, est une grande commande d'art, d'architecture, de design. C'est un projet qui, évidemment, soutient et va soutenir la création française dans ces disciplines-là. Ça fait un petit peu partie de notre ADN aussi, d'une certaine manière, au-delà des grandes commandes qu'on fait pour l'ingénierie, pour le BTP, d'accompagner aussi ces secteurs. Et puis, pour nous, se pose la question de l'ancrage de ces gares, de ce que ces gares vont raconter demain aux voyageurs qui vont les utiliser. Et puis, la question du patrimoine, finalement, qu'on est en train de construire. Le Grand Paris Express, avec ses 68 gares, va marquer le Grand Paris et l'identité grand parisienne. En tout cas, c'est l'objectif, c'est ce qu'on espère, du XXIe siècle. Tout comme les entrées de métro, les bouches de métro d'Hector Guimard, sont devenues des totems de l'ADN même de ce qu'est Paris aujourd'hui. Quand vous demandez à des touristes et quand vous regardez des photos d'Américains qui sont à Paris, les emblèmes, c'est la Tour Eiffel et le métro d'une certaine manière. Donc, on est bien conscient que le métro va avoir un rôle à jouer dans la construction de cette identité d'un territoire qui n'est plus celui de Paris
encerclé par son périphérique, mais qui est celui du grand territoire, du Grand Paris, qui aujourd'hui, on le sent bien, manque finalement de cartes postales et d'images et d'identité. On est sur quelque chose de relativement hétérogène, avec des histoires très marquées selon les villes, avec des paysages, avec des géographies qui sont très diverses, mais on a encore du mal à percevoir ce qui fait le liant et le commun de toute cette aventure, de toute cette histoire urbaine. Et je suis assez convaincu que le Grand Paris Express a un rôle à jouer pour construire cette histoire, pour construire cette identité. Et les artistes ont un rôle à jouer évident dans la construction de ce récit. Donc d'où l'appel à projet qu'on a lancé, qui avait été à l'époque pensé en étroite collaboration notamment avec Rudy Bord sur l'aspect visuel de l'information dans les gares et de la signalétique, et qui va rajouter, je dirais, dans chacune de ces gares, une couche de sensible, une couche d'humain et une couche de territoire, avec une commande qui est faite sur la question de la représentation de ces territoires, de ces villes qui sont desservies par le Grand Paris Express à l'échelle des 68 gares et pas uniquement à l'échelle d'un lieu, d'une gare. Donc c'est aussi ce qui fait la spécificité de ce projet, c'est d'emblée se penser comme étant une commande en réseau, une commande à l'échelle d'un territoire et en même temps une commande in situ à chaque fois, une commande qu'on souhaite ancrer dans son territoire et qu'on souhaite représentative aussi de ces richesses territoriales qui existent déjà dans le Grand Paris, puisqu'encore une fois, le Grand Paris, à 90%, n'est pas inventé, mais le Grand Paris est déjà là. Oui, et puis alors, on a parlé du Grand Paris Express, et on a son directeur artistique avec nous, José Manuel Gonçalves, et donc précisément, quelle est la place de la culture dans ce dispositif, dans ce Grand Paris Express? Comment tout ça se met en place par rapport à notre sujet de ce soir? Alors, Pierre-Emmanuel l'a bien expliqué, c'est tout d'abord un réseau de transport. Et à partir de ce réseau de transport, il y a évidemment une fonction qui est essentielle aujourd'hui, qui est une fonction qui va à la fois constituer un territoire, le relier, et relier ce territoire entre les villes entre elles sans passer forcément par Paris. C'est un premier geste de choix extrêmement fort. Et évidemment, la question qu'on pouvait se poser, qu'on se pose au fond rarement, dès qu'on s'éloigne au fond des centres-villes, c'est une question qu'on se pose moins, même si la commande publique et notamment la commande plastique existe sur pratiquement tous les territoires. Mais il est assez rare qu'on se pose la question à une échelle comme celle-là de comment aussi on peut constituer de nouveaux imaginaires. C'est l'une des grandes questions qui est aussi posée. Et puis la nécessité de transport était telle et elle mobilisait tellement de cris et d'attention qu'au fond, ça semblait presque être suffisant. Ça aurait pu paraître comme suffisant pour ces territoires. Au fond, il y avait quelque chose là, toujours, et alors évidemment très spécifiquement avec les banlieues, d'être souvent dans une vision purement fonctionnaliste et pas aussi dans une vision qui est celle nécessaire des territoires. Pierre-Emmanuel évoquait la question carte postale. Aujourd'hui, on sait que des territoires se constituent ou des actions, on ne sait pas pour combien de temps, sur des selfies et sur des Instagram et autres. Je pense que, en tout cas, plus sérieusement et j'espère plus durablement, il est question là de participer à ce que des territoires constituent au fond des fonctions qui sont des fonctions à l'échelle humaine, fonctions de l'activité humaine. Et l'une des principales fonctions, c'est celle de créer des imaginaires et de créer des fictions. Donc la mission qui est la mienne au sein d'un groupement créatif que j'ai constitué, qui a été choisi par la Société du Grand Paris, c'est de proposer des lignes de programmation, ces lignes de programmation à la fois viennent proposer des formes d'art. Celle la plus connue, et c'est au final la plus connue, mais celle qu'on voit le moins pour le moment, c'est celle des œuvres pérennes et qu'on appelle tandem, qui sont au fond assez mal nommées, même si c'est nous qui avons choisi et qu'on assume le nom, puisqu'au fond c'est bien plus de deux personnalités créatives qui s'associent, puisque c'est un architecte et un artiste, et évidemment les équipes artistiques, les équipes d'ingénierie qui vont s'associer pour créer au fond une œuvre dans un processus assez rare, très itératif, et au moment où se construit la gare, se construit aussi une œuvre. Donc ce programme-là est un programme qui est évidemment,
on va dire, qui va être extrêmement fort, qui va avoir un impact extrêmement fort, puisque les œuvres qui sont imaginées sont des œuvres qui vont être à l'échelle de l'architecture. Alors à la fois en proportion, mais aussi dans l'impact qui est recherché sur le territoire. À chacune de ces, on va dire, de ces modalités d'intervention, donc ça c'est l'une d'entre elles, il y en a d'autres qui s'appellent les KM, qui du coup sont des interventions plutôt sur le chantier, là en ce moment, pendant le temps du chantier, et c'est une dimension plus festive, de manière à ce que les habitants qui se trouvent en grande proximité de ces chantiers ne se voient pas pendant 5 à 6 ans simplement subir les nuisances, une nuisance, je dirais, augmentée par le fait qu'on soustrait une partie du territoire, et c'est nécessaire, de morceaux de ville pour pouvoir construire en toute sécurité. Et l'idée de ces KM, c'est au fond d'inverser et de faire de cet endroit un endroit qui est interdit au public, de faire un ERP de manière éphémère, sans pour autant arrêter les travaux, c'est-à-dire les faire rentrer au moment où se construit où est en train de se construire ce métro et ce nouvel espace public qui arrive. Donc ça, c'est un espace. Et une des modalités d'action, une troisième, c'est les chantiers partagés, qui sont au fond des équipes artistiques qui vont en résidence sur un territoire et qui travaillent avec les acteurs de ce territoire. Il y a bien d'autres modalités, les œuvres nomades. Ce qui est important, c'est qu'à chacune de ces formes d'intervention, à ces formes artistiques, il est attaché une modalité d'intervention et de relation avec le territoire, qui est une modalité qui va du coopératif complet, si je puis dire, où au fond l'œuvre qui va se constituer dans un rapport et dans un lien très étroit avec les acteurs, à l'autre bout, avec, je dirais, plutôt un rapport, un apport, qui est plutôt un apport avec une proposition, une subjectivité de direction artistique qui va jusqu'à, qui est représentée par les œuvres tandem. Aucune œuvre et aucune intervention, au fond, ne se fait jamais sans la relation avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes et de personnalités. C'est ça qu'il faut entendre. C'est jamais un choix qui se fait de manière on va dire, unique. On espère que l'acte qui va être produit va être unique, mais c'est toujours des modalités. Et ces modalités, elles s'inscrivent dans des temporalités différentes, à chaque fois, pour qu'au fond, on arrive aussi à considérer les territoires, même quand on est sur une ville, par au fond ces multiples couches. Un territoire, ça ne se définit pas par une seule et unique temporalité, ça ne se finit pas par simplement un type d'acteur, mais par une multiplicité. Et donc ces différents programmes, ils répondent aussi à différentes modalités d'intervention qui, à chaque fois, incluent de manière extrêmement forte ceux qui vont être extrêmement concernés par cette fonction, qui est celle du transport, mais également, évidemment, cette autre fonction qui est celle de la création et que c'est celle des imaginaires territoriaux. Oui, alors on a parlé de l'appel à candidature et on va continuer notre petit tour de table avec Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée. Peut-être pour nous intéresser plus précisément à la bande dessinée, à son évolution. Et effectivement, là, on a un angle, un champ sectoriel. Et effectivement, c'est aussi un regard particulier sur notre sujet. Alors moi je trouve que cette commande publique, enfin cet appel à candidature, il arrive vraiment à point nommé en ce qui concerne la bande dessinée, puisque depuis à peu près une vingtaine d'années, elle vit un âge d'or absolument extraordinaire, avec une espèce d'explosion créative qui est depuis les années 90, qui est tout à fait frappante, avec une diversification esthétique qui est extrêmement forte, une ramification avec des genres, des sous-genres qu'on connaît, hein, le roman graphique, la bande dessinée de reportage, la bande dessinée autobiographique et une bande dessinée très expérimentale qui émerge et qui conquiert un public de plus en plus large. Et donc déjà à cet égard, je trouve que cette commande publique, elle fera date parce qu'elle marquera un moment important de l'histoire de la bande dessinée, l'histoire du 9e art, qui d'ailleurs, aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle internationale, connaît cette effervescence créative extrêmement marquée. Et puis le deuxième élément que je trouve très intéressant, c'est que la bande dessinée n'est pas une expression artistique qu'on convoque de manière régulière et de manière récurrente pour ce genre d'opération, et que sur un plan strictement artistique, ça va conduire les artistes à se poser, les artistes de bande dessinée et aussi de cinéma d'animation, enfin tous ceux qui travaillent sur l'image graphique narrative. C'est un peu différent pour les artistes du champ de l'illustration, du champ du graphisme. En tout cas, pour ceux qui travaillent sur l'image graphique narrative, où ce type de commande n'est pas leur médium de destination première, parce que
c'est avant tout des livres ou des films d'animation, ça va les amener à se poser un certain nombre de questions sur la façon dont ils vont pouvoir représenter le monde et les territoires dans lesquels ils vont œuvrer, et de réfléchir à des solutions de type narratif, des solutions, enfin des formes esthétiques qui ne sont pas les mêmes que celles qu'ils utilisent pour écrire des livres, enfin pour dessiner des livres, pour faire des livres ou des films d'animation. Donc je trouve que c'est à cet égard extrêmement intéressant. Les expériences qui ont été conduites, puisque à Angoulême, on a toute une politique de mur peint depuis une vingtaine d'années, un peu plus. Et on a également, à la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, conduit une commande publique mémorielle dans une commune des Pyrénées-Atlantiques. Et on a vraiment, avec les auteurs qui ont travaillé qui travaillent sur ce type de dispositif, on a vu à quel point ils se posaient un certain nombre de questions sur des questions d'échelle, sur des questions de distance, sur la façon dont ils pouvaient aussi concentrer les effets qui, sur un plan strictement artistique, pour leur réflexion en tant qu'artiste, était extrêmement riche, extrêmement intéressante, et qui avait d'ailleurs des conséquences ensuite sur leur façon d'aborder leur travail quand ils écrivent des livres ou qu'ils sont amenés à faire d'autres travaux. Donc ça, c'est aussi un deuxième élément que je trouve très intéressant. Puis le troisième élément, c'est la façon dont ça va pouvoir, enfin l'impact que ça pourra avoir sur les gens, puisque je parle sous le contrôle de Pierre-Emmanuel. Je crois qu'il y a entre 2 et 3 millions de visiteurs, enfin de regardeurs potentiels quotidiens sur les 32 projets, enfin ceux qui seront mis en œuvre, et que évidemment, on peut supposer que ce type de médium pourra avoir un impact très spécifique, puisque il y a probablement une familiarité des populations vis-à-vis de ce type de médium, puisque l'illustration ou la bande dessinée peuvent être mobilisés pour la publicité, pour la communication. Et ça aussi, par rapport aux artistes, ça générera, je crois, une envie de surprendre, une envie de travailler autrement, que je trouve extrêmement intéressant. Donc voilà les premières réflexions que ça fait émerger et que je trouve très, très passionnantes. Alors on va terminer merci beaucoup, ce tour de table avec Marc Vaudet, directeur donc, du département de la création artistique du CNAP. Vous défendez une approche assez transdisciplinaire. Et donc, comment vous appréhendez effectivement cette question autour de l'espace public, nouveau territoire de l'illustration ? Alors, pour le CNAP, les enjeux sont totalement différents, puisque comme vous le savez sans doute, le CNAP, c'est un établissement public du ministère de la Culture qui a deux grandes vocations. La première, c'est de soutenir la création dans tous les domaines des arts visuels. Et la deuxième grande fonction du CNAP, c'est de constituer une collection d'œuvres. Actuellement, nous avons plus de 100 000 œuvres qui viennent du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours et qui ont une fonction tout à fait patrimoniale. Alors nos commandes, et je suis là puisque le CNAP n'existerait pas sans tous ses partenaires, et comme partenaires, nous avons eu récemment la Cité de la bande dessinée pour une commande publique d'œuvres liées à la bande dessinée. La bande dessinée, ce n'est pas un secteur qui est le secteur phare du monde des arts visuels et de l'art contemporain, ce qui est celui du CNAP. Donc on a opéré un rapprochement pour faire entrer peut-être plus dans l'intime, puisque cette commande d'estampes que nous avons pilotée récemment permet à des œuvres d'entrer donc à la fois dans des bâtiments publics, donc d'être dans l'espace public, mais aussi d'entrer dans la sphère de l'intime, puisque les artothèques sont aussi associées. Donc l'idée, c'était de faire entrer des dessinateurs, des artistes qui sont très liés au code et à l'imaginaire de la bande dessinée, de ne pas leur proposer une publication ou une édition livre, mais de leur proposer de réaliser des estampes pour entrer dans notre secteur et peut-être ouvrir par là même le champ des arts visuels un peu plus largement qu'il ne l'est actuellement. Alors, moi, j'ai une question qui me vient assez rapidement à l'esprit, notamment en regardant l'appel à candidature. Vous parlez de fresques pérennes. Est-ce que la vraie question, une des grandes questions qui se pose, c'est un grand sujet, ce n'est pas justement la pérennité de l'illustration? Est-ce que ce n'est pas Pierre-Emmanuel Bécheron, peut-être, la question, c'est une question centrale? Alors, c'est une question centrale, compliquée et je dirais pas tranchée. Pas tranchée au sens où aujourd'hui on se dit que
une œuvre qui vit bien 10 ans, c'est peut-être une œuvre pérenne. Une œuvre qui reste là pour quelques mois, bon, la question est plus compliquée. Donc, volontairement, je pense qu'on a souhaité, en tout cas, se dire que ces œuvres sont vouées à vivre longtemps dans les gares, dans ces stations. Après, la question des usages, la question de la vie décidera de ce que veut dire ce longtemps. Et là, je pense qu'il faut être à la fois très modeste et pragmatique dans les commandes qui sont faites aux artistes, dans ce qu'on met en place pour s'assurer que ces commandes tiennent dans la durée, tiennent dans le temps, et réfléchir aussi à des modalités contractuelles qui nous permettent, à un moment donné, si l'œuvre, d'une certaine manière, a déjà vécu et arrivé en bout de vie, pour que celle-ci puisse donner place à d'autres œuvres, à d'autres commandes, sans que des problématiques juridiques bloquent les choses. Donc on est assez attentif à ça, en tout cas sur le plan des contrats, sur le plan de la maintenance, de l'entretien, de la conservation de ce patrimoine. Et en même temps, on est dans une posture, encore une fois, très pragmatique par rapport à cette question de la durée. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui que ces œuvres sont encore là au XXIe siècle, mais peut-être que certaines seront encore là. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu la magie de ces commandes. Oui, sur cette dimension pérenne, je ne sais pas si vous voulez réagir. José Manuel, par exemple. Puis Pierre. Je crois que l'ambition qui est celle déjà de conserver une œuvre dans l'espace public dans son intégrité pendant 10 ans est un immense pari. C'est pas, je vais l'apprendre. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte d'un élément extrêmement important, c'est qu'on sait aujourd'hui que les mouvements sociologiques sont beaucoup plus courts qu'avant. Avant, on était sur des séquences qui étaient de 20 à 25 ans, c'est-à-dire les mouvements de population, les brassages, les transformations du coup urbaines. Elles se faisaient sur les séquences de 20 ans. Aujourd'hui, on estime qu'elles se font sur 12 ans. Et vous pratiquez assez les gares pour vous rendre compte qu'aujourd'hui, même quand une gare elle est terminée, vous avez l'impression qu'ils ont déjà recommencé de nouveau à reconstruire une autre gare. Pourquoi ? Parce que les usages changent. Nouvelle mobilité. Vous avez vu comment elles viennent de surgir là à une rapidité absolument incroyable. Il faut donc aussi pas inverser le rapport de cet outil pour les habitants que sont et cette fonction qui est le transport, et donc pouvoir la conserver. Donc l'idée, c'est que l'œuvre vienne aussi intégrer cette possibilité-là. Parce que c'est sûr, si vous dites à un exploitant d'une gare, pour être très trivial, vous dites, écoutez, si vous ne pourrez pas la bouger pendant 30 ans, elle va rester à cet endroit-là et avec cette intégrité-là, et vous ne pourriez en faire d'autres, alors qu'on sait très bien que dans 10 ans, il y aura des travaux parce qu'il faudra changer les matériaux et ceci et cela, vous bloquez absolument tout. Donc je pense que, et puis, en même temps, pour les artistes, et effectivement, dans la matérialité de l'œuvre, il faut aussi anticiper le fait qu'il faut avoir... Vous savez, il y a des œuvres éphémères qui sont restées très longtemps. Je peux vous citer un exemple, vous la connaissez, la Maison penchée de Leandro Erlich, qui était devant la gare du Nord. C'était une œuvre qui devait durer 3 semaines. Elle est restée 6 ans. Voilà. Oui, alors il y a aussi, je ne sais pas si Pierre Lungaretti voulait ajouter quelque chose. Oui, Enfin, moi, je plaiderais, mais je vais dire une énorme banalité, une évidence, mais j'ai quand même envie de la dire, c'est que une œuvre qui s'inscrit durablement dans l'espace public, c'est une matière vivante. Je m'appuie sur l'exemple des murs peints Angoulême qui sont mis en place depuis des années. Ça suscite une vie du territoire, ça suscite des opérations, ça suscite des rencontres, ça suscite une réflexion. Il y a énormément d'activités qui se greffent autour et d'année en année avec des évolutions de regard, avec des parcours qui peuvent se nouer dans le territoire, une attractivité touristique qui est liée à ces parcours. Enfin bref, il y a toute une dynamique qui se noue et qui est très évolutive au fil des années. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant de viser loin de manière à ce que ça puisse s'enraciner, que ça puisse se créer de la vie autour des activités et en s'appuyant sur cette expérience, je pense que, enfin, celle que je décris des murs peints d'Angoulême, je trouve que ça plaiderait pour une inscription dans le temps long. Oui, on a parlé de, je ne sais pas si vous voulez... Non, je dirais le point de vue du Centre national des arts plastiques là-dessus un tout petit peu différent, puisque nous, on constitue une collection, donc c'est
j'allais dire, pour l'éternité ou presque, ou juste moins un jour, si vous voulez. Et la conservation des œuvres est notre préoccupation majeure. On a des questions de conservation dès qu'on acquiert une œuvre, dès qu'on commande une œuvre, parce que nous-mêmes, nous commandons des œuvres, mais généralement, on ne les commande pas pour un espace prédestiné. On la commande, en effet, pour constituer un patrimoine qui, après, va être diffusé. Alors, les questions d'œuvres liées à l'architecture sont celles du 1%, qui n'est pas une mesure nouvelle, qui est une mesure qui existe depuis 1936. Et on voit que là, des œuvres qui étaient créées en lien avec des établissements d'enseignement, entre autres, mais ça peut être tout établissement public qui accueille du public, vivent avec les architectures, vivent avec l'usage qu'on en fait. Donc c'est des questions qu'on est amené nous-mêmes à se poser sur certaines commandes et que pose la question du 1% et que c'est bien de l'anticiper, sachant que les artistes, eux, sont détenteurs d'une idée, que leur propriété littéraire, artistique, elle est inaliénable. Donc il faut voir comment, dès la conception de l'œuvre, dès qu'on pense une œuvre pour un espace, on peut imaginer que peut-être un protocole permet de la bouger ou de la faire évoluer ou de la faire vivre. Donc ce sont des questions qui nous préoccupent également. Alors il y a un mot qu'on a utilisé, et évidemment il y en a 68, donc on le comprend, c'est le mot de gare. On était quand même un peu resté sur l'idée, avec des regards d'anthropologues comme Marc Auger par exemple, de la gare comme un non-lieu, comme des espaces de transit et de transport. Est-ce que c'est définitivement enterré ça? Est-ce que justement, que deviennent ces gares? Que vont devenir ces gares, ces 68 gares? Qu'est-ce qu'elles vont incarner en fait? Allez, je commence. Je dirais que le grand changement aujourd'hui, c'est de penser le transport comme un outil de déplacement, évidemment, sa fonctionnalité même du transport, mais aussi comme un outil d'aménagement, d'organisation du territoire, d'ancrage du territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus une ville qui ne pense plus ces deux choses en même temps. La question de l'aménagement, la question de l'urbanisme et la question de la mobilité. Et ça, déjà, ce changement-là, qui est un changement majeur des 20 dernières années, conduit à penser ces lieux différemment. Ça, c'est assez évident. Casser la monofonctionnalité permet de penser le lieu et de ne plus penser uniquement l'espace. Nous, ce qu'on vient peut-être ajouter avec ces artistes et l'ensemble des architectes aussi et des designers qui travaillent sur le projet, c'est cette troisième fonctionnalité qui est plus du registre du symbolique et qui, là, participe aussi à lutter contre le non-lieu, d'une certaine manière, en ancrant du sensible, en ancrant du territoire dans la vie des gens et dans la circulation des gens. Et puis il y a une chose qu'on peut rajouter, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les protocoles, il y a des choses, évidemment, malheureusement, on continue de produire encore aujourd'hui des actes urbains pour empêcher certaines pratiques. Mais d'une certaine manière, je trouve qu'on est en diminution de ça. On est plutôt en train de se poser la question aujourd'hui, c'est face à des usages urbains qu'on ne peut pas anticiper complètement, comment on peut créer, au fond, des matériaux et des espaces qui pourront absorber, au fond, ces nouveaux usages et ne pas empêcher la fonction première. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer de côté. Alors évidemment, ça passe du coup par des contraintes de charge, de type de sol, de glissance, de circulation. Mais d'une certaine manière, moi, je vois là-dedans le fait que, même si évidemment on ne veut pas l'entendre exactement comme ça, c'est qu'en fait, on est en train d'anticiper qu'il va se passer des choses qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. C'est pour ça que du coup, on pousse aussi assez loin la norme, d'une certaine manière. Mais de toute façon, la ville, elle est plus forte que la norme. Les usages des gens sont toujours plus forts que la norme. Et on a des démonstrations, mais tous les jours, de la manière dont on détourne, au fond, une fonction première. Et on ne la détourne pas, d'ailleurs, on l'augmente, au fond, d'un usage, d'une symbolique différente. Donc, je crois qu'aujourd'hui, voilà, moi, en tout cas, quand on travaille sur les projets, puisqu'on travaille en étroite relation avec les architectes, on sent bien, même si ça ne nous facilite pas la vie, hein, clairement, quand on travaille sur les œuvres, on voit bien qu'au final, on dit oui, mais qu'est-ce qui va se passer si demain, il se passe ça? Eh bien, vous voyez, on ne dit pas comment on fait pour empêcher que ça se passe.
vous rappelez toute cette période qu'on vit encore, qui est celle des bancs publics, la manière dont ils sont transformés. Nous, on travaille sur d'autres projets urbains. On voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de maires sont en train de revenir là-dessus, en disant on ne peut pas être aussi agressif à l'égard d'une type de population. Alors, il y a des stratégies qui sont des stratégies, on va dire, de camouflage, d'une intention qui reste la même. Mais malgré tout, ça, c'est en train d'avancer. Parce qu'au fond, ces bancs qu'ils ont faits pour empêcher que les gens dorment, s'allongent ou simplement s'embrassent sur les bancs publics, et ben on va dire les plus jeunes les ont détournés pour en faire des skateparks improvisés. Donc, comme ils se sont rendus compte au bout d'un moment que presque ça avait une incidence plus forte, ils sont en train de revenir à une dimension plus romantique, au fond, des choses. Alors tout à l'heure, avec Pierre Longheretti, on parlait de la bande dessinée. La question de l'espace public dans la bande dessinée, elle est parfois un peu anxiogène, elle est parfois un peu dystopique, elle est parfois un peu espace qui se restreint comme peau de chagrin. Alors comment justement intégrer cette dualité d'une bande dessinée qui donne des visions parfois assez dures. J'évoquais la notion de dystopie. Je crois qu'il y a de tout en réalité. Il y a aussi des bandes dessinées très fantasmatiques, très idylliques et très, comment dirais-je, beaucoup plus joyeuses et imprégnées d'un sentiment de joie et d'allégresse. Mais ça, si vous voulez, la question que vous posez, c'est la façon dont les artistes vont s'emparer d'une réalité territoriale, d'une réalité sociale, et c'est cette phase-là qui va être vraiment passionnante, et la façon dont ils vont restituer leur propre perception d'un territoire, de ses mutations, de la façon dont il est aussi vécu, parce que je crois qu'il va y avoir une phase d'immersion des artistes dans la réalité territoriale, et évidemment, c'est ce regard-là dont nous avons besoin. Enfin, je veux dire, les artistes nourrissent notre propre réflexion sur la vie, sur le monde, à travers leur façon, leur sensibilité, leur façon d'appréhender un certain nombre de réalités. Donc je pense que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur une amplitude esthétique de la bande dessinée, je pense qu'on peut s'attendre à des choses extrêmement surprenantes et souvent des artistes qui voudront jouer un peu à contre-emploi ou à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre de manière un peu, comment dirais-je, liée à une certaine représentation de la bande dessinée. Donc je pense qu'ils auront le souci d'être surprenants et de proposer, de faire des propositions relativement étonnantes et inhabituelles. Et puis il y a la question de l'échelle, du changement d'échelle aussi. Ça, c'est quand même un sujet important. Donc qu'est-ce que ça change dans le regard? On parlait des regardeurs tout à l'heure. Là aussi, c'est une façon qu'ils ont, enfin que les différentes sensibilités, les différentes personnalités ont une façon de l'envisager, de l'appréhender très différente. Dans les expériences que j'ai citées, il y a effectivement des artistes qui ont envie de jouer un peu le miroir grossissant sur des réalités extrêmement ténues, extrêmement microscopiques, si j'ose dire, et puis d'autres qui souhaitent avoir une vision la plus large, avec un prisme le plus ample possible. Donc là encore, et c'est ce qu'on retrouve dans la bande dessinée contemporaine, on a des bandes dessinées qui explorent des strates de réalité très fines, très ténues, d'autres qui embrassent des univers très larges. Donc c'est aussi l'intérêt de cette commande publique, c'est d'avoir ce prisme et cette gamme esthétique qui sera probablement très diversifiée. Très bien. Écoutez, merci à tous. Je pense que vous avez bien posé le cadre général de cette rencontre autour de l'illustration et la ville, le cas du Grand Paris. On arrive au terme donc de cette première table ronde et je propose aux intervenants de la seconde table ronde de me rejoindre. Voilà. Merci beaucoup. Et nous aurons des questions à l'issue des deux tables rondes, hein. Pas à la fin de cette séquence, mais voilà, donc restez jusqu'à la fin, parce que les questions vont fuser, je le sens là, je vois déjà que des doigts se lèvent.
Alors, eh bien, nous allons poursuivre notre rencontre L'illustration et la ville, le cas du Grand Paris, avec une deuxième thématique, illustration et imaginaires urbains. Quelle place pour les artistes et auteurs dans la transformation urbaine, à travers laquelle nous allons cette fois tenter de comprendre comment les artistes peuvent contribuer à l'émergence de nouveaux imaginaires urbains et au-delà accompagner les politiques publiques de transformation de la ville avec nos intervenants que je vous présente tout de suite. Sylvie Vassallo, directrice du Salon du Livre et de la presse jeunesse, Rudy Bord, designer graphique pour le Grand Paris Express, Marc Monjou, directeur de l'École européenne supérieure de l'image, et Emmanuel Tiblou, directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD, qui nous accueille ce soir. Merci pour l'accueil. Voilà. Et on va peut-être démarrer cette table ronde avec vous, Sylvie Vassallo, peut-être en se demandant comment les auteurs, les illustrateurs et les artistes peuvent trouver leur place. Alors c'était dans le titre de cette seconde thématique, mais effectivement, comment à Montreuil comme ailleurs, avec une petite mention évidemment du salon, mais comment les auteurs, les illustrateurs et les artistes peuvent réussir à trouver leur place dans ces évolutions. J'ai envie de dire, la première chose, c'est que c'est une grande chance qui leur est donnée, là, de prendre une place très grande dans l'espace public. C'est pas complètement nouveau que les artistes et les illustrateurs, qu'ils soient de bande dessinée, de dessins animés ou d'illustrations jeunesse, prennent leur place dans l'espace public. Mais là, c'est l'échelle de cette prise de place, cette volonté, cette détermination qui est forte et qui va pouvoir mettre sur la place publique la qualité de l'image dessinée aujourd'hui en France. Et c'est pas si courant. Nous qui travaillons dans des milieux professionnels, on sait par exemple pour l'illustration jeunesse, ça a été dit aussi par Pierre tout à l'heure sur la bande dessinée, et c'est vrai aussi pour le dessin animé, on a les meilleures écoles, au sens large, d'illustration dans ce pays, mais c'est quelque chose qui à la fois est reconnu par le grand public qui achète des livres et qui à la fois n'est pas connu du grand public et pas complètement reconnu comme un art à part entière qui a sa place dans l'espace public, dans les rues, sur les places. Je ne saurais pas dire, parce que je ne m'y suis pas suffisamment intéressée, mais dans les 1% culturels, combien d'illustrateurs, combien de dessinateurs. Voilà, donc je crois que là, c'est la première chose que j'avais envie de dire, c'est comment peuvent-ils trouver leur place. En tout cas, il y a une place qui leur est offerte, qui est désirée, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Par ailleurs, je crois que c'était le bon moment, effectivement, parce que beaucoup d'illustrateurs commencent à s'intéresser depuis un certain temps, justement, à ce changement d'échelle, à ce changement de forme de récit, puisque là, il s'agira de raconter des récits en 3 points. Et donc, c'est une expérience à la fois très collective et à une échelle qui est suffisamment grande pour que ça puisse donner du désir et qu'ils puissent ressentir ce désir à leur égard. Et la dernière chose que je veux dire, parce que ça m'importe, je ne sais pas si je vais le dire totalement clairement, c'est qu'en fait, on n'y pense pas, mais on est dans une société où on est saturé d'images. Et dans des villes où on est saturé d'images, où il y a une densité d'images et aussi une densité de récits, parce qu'on est dans un mode sociétal qui fonctionne par le récit. Mais il y a très peu de moments où on s'arrête sur ces questions-là avec des artistes, où ce sont les artistes qui vont porter les images et le récit. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce projet, et c'est comme ça que je pense que les illustrateurs, pour répondre à votre question, vont prendre leur place, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si on faisait le blanc, comme si on mettait des marges, comme si on créait du vide, et qu'on crée des images qui vont pouvoir être vues par tout le monde et qui vont donc rentrer dans un contact, parce que le changement d'échelle, l'intérêt du changement d'échelle, il est pour l'artiste, mais il est aussi pour le visiteur
qui lui va se retrouver tout à coup avec c'est lui qui va rentrer dans l'image. C'est presque un mouvement du corps c'est un mouvement du corps qui est presque l'inverse de celui du livre. Celui du livre, on se plonge comme ça, on s'enferme quand on lit, et là, on va lever les yeux, on va respirer avec des images et avec ces images en pointillés qui, entre elles, les trois, puis tout ensemble sur le trajet, vont créer des récits. Alors vous avez parlé du trajet, et effectivement, quand on pense trajet, on pense Rudibord, en tout cas pour le Grand Paris Express. Et on pense, vous êtes designer graphique pour le Grand Paris Express, et il y a une idée, vous, qui vous importe particulièrement, c'est celle d'une carte mentale du Grand Paris. Alors qu'est-ce que vous voulez dire avec cette carte mentale du Grand Paris ? Alors, je crois que ça a déjà été un peu abordé par la discussion précédente. C'est vrai que cette ligne de métro, ces 4 lignes de métro, et tout particulièrement peut-être la ligne 15, c'est une vraie révolution pour Paris. C'est-à-dire c'est la première fois que la périphérie, la banlieue, ne sera plus reliée au centre d'une manière en rayon, mais toutes ces banlieues vont se relier entre elles. Et très clairement, il fera mieux de passer par l'extérieur si on veut traverser Paris que de passer par l'intérieur. Ça ira plus vite. Parce que le métro va plus vite que le... voilà. Donc la ligne 15 est une ligne qui va être complètement emblématique et qui va être transformée, qui va, d'après moi, élargir le territoire de Paris vers son extérieur. Et ça va être une révolution aussi importante que les grands boulevards ou d'autres opérations qui ont eu lieu au XIXe siècle. Et je crois que ça, on n'arrive pas tout à fait à s'en rendre compte encore aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des traumatismes du périphérique et d'autres trucs comme ça à Paris qui datent de très longtemps. On va passer le périphérique et tout d'un coup, la ville va être plus grande, plus large. Mais cette ville qui est plus large, on ne la connaît pas si bien que ça. C'est-à-dire chacun va de temps en temps dans un lieu extérieur, soit pour prendre l'avion, soit pour habiter, soit pour travailler, mais on ne connaît pas l'ensemble. Donc on est indéniablement dans une sorte de territoire dont on n'a pas la carte mentale, d'autant plus que c'est appuyé par des clichés, bien entendu, qui consistent à dire toutes les banlieues se ressemblent, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut arriver à casser, et c'est en ça que ce pari qu'on a mis en œuvre, c'est de se dire comment arriver à faire qu'à chaque gare, d'une certaine manière, il se passe autre chose dans cet extérieur parisien, parce que ces extérieurs parisiens sont justement pas homogènes. Il y a des différences, il y a des histoires, il y a des vécus différents, etc., etc. Moi, je voudrais juste passer outre un peu la question, parce qu'il y a peut-être une dimension sur laquelle on n'a pas encore assez insisté, c'est en matière de visibilité de ces cartes. Il faut vous imaginer, vous vous trouvez dans un métro, vous voyez ces illustrations d'une manière mobile, soit vous êtes à l'avant du train et vous verrez une histoire en arrivant, soit vous êtes à l'arrière et vous la découvrirez après. Ça, c'est une fonction. La deuxième fonction, c'est pour ça qu'on est parti sur l'illustration et sur cette idée, c'est de se dire, ces 39 gares qui vont tourner autour de Paris, on va être sous terre en permanence. Il s'agit bien de faire un lien entre en bas et en haut. Et il s'agit de raconter finalement ce qu'on ne voit pas. Et notamment, un certain nombre de touristes vont faire ce tour régulièrement entre Roissy et Orly et d'autres choses. Troisièmement, on a deux publics. On a le public des personnes qui, chaque jour, va faire ce trajet, et on sait à quel point être en permanence devant une image peut être positive ou peut être au contraire rébarbative. Voilà. Donc il y a un vrai challenge sur la durabilité de ces images, leur capacité de rester fascinantes au-delà du premier coup d'œil.
Et ça va bien dans ce sens de cette, justement, de masse d'images. Là, on va être quotidiennement face à la même image. Est-ce qu'elle tiendra le coup, ou est-ce que ça va être le désastre, comme à Bastille, par exemple, pour la ligne 1, quoi. Si je prends l'exemple le pire. Voilà. Donc, il y a ça, et puis il y a la question de la proximité. Les quais ne sont pas très larges. On va les voir assis dans une vision quand même, voilà, assez proche. Et puis on va les voir en tant que arrivant de l'extérieur sur les quais. On va plutôt être de dos à ces images. Donc il y a cette question aussi du corps. Donc il y a je pense qu'il y a un vrai challenge dans la construction de ces images sur comment va être le récepteur, comment va être celui qui lit, et quelles sont les différentes positions qu'il a, et en fonction de ça, comment on construit une narration. Oui, on retrouve la question de la pérennité aussi sous une autre forme qu'on a évoquée lors de la première table ronde. Alors on va continuer le tour de table avec Emmanuel Thiblou, donc directeur de l'ENSAD. Et on va peut-être aussi se demander si, on a beaucoup parlé finalement d'échelle, mais est-ce qu'on ne doit pas analyser la question de la place des artistes, justement en changeant d'échelle, en changeant de curseur, en changeant effectivement ces degrés de perception ? Oui, moi je voudrais saisir en effet l'occasion de cette question, la question de la place de l'art et des artistes dans la ville en transformation, pour changer d'échelle, pour prendre un petit peu de recul, en faisant d'abord une remarque préliminaire, c'est que il y a des questions de représentation qui sont en jeu, et à chaque fois que la représentation est en jeu, vous êtes sur des sujets qui sont toujours à la fois esthétiques et politiques. C'est la duplicité, l'ambivalence du mot représentation en français, qui est la représentation politique, la représentation artistique. Et vous avez toujours des questions qui se posent qui concernent la relation en fait entre le représentant et le représenté. Au plan politique, ce sont des questions de légitimité. Au plan esthétique, ce sont des questions de justesse. Et première remarque, qui n'est pas une critique forte, mais qui doit quand même être formulée, c'est que nous sommes ici 8 ou 9 personnes, 8 hommes et une femme, pour parler de la question de la place de l'artiste dans la ville en transformation. Et je pense que c'est non, sans se flageller, sans le dire de façon virulente ou violente, mais quand on sait combien l'espace public est genré, combien les questions d'espace public ont à voir avec les questions de genre, je pense que précisément la légitimité à représenter en fait une parole qui est une parole polyphonique, diverse, ouverte, susceptible d'accueillir en tout cas la diversité des points de vue est problématique. Donc je pense qu'il y a un problème politique en termes de représentation. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est dire que cette place de l'artiste ou de l'auteur ou de l'autrice, il me semble qu'on gagne à l'envisager aussi d'un point de vue organique, c'est-à-dire que donc de dépasser la seule petite échelle de l'intervention artistique, mais penser que l'artiste dans la ville, en fait, c'est l'organe par lequel la ville se regarde, se réfléchit et se représente. Et que donc, de ce point de vue, la place de l'artiste, ça veut dire envisager les choses vraiment comme un écosystème, avec beaucoup de recul, en pensant la question de la formation, en pensant la question du logement, en pensant la question de l'atelier, en pensant voilà, toutes ces questions-là qui excèdent largement la question de l'illustration, mais sans lesquelles on ne peut pas penser, à mon sens, de façon conséquente et de façon réellement politique, la question de la place de l'artiste. Ensuite, moi je répondrai très rapidement, enfin, en considérant qu'il y a cette place, elle doit nous conduire à faire en sorte que la ville se confronte, réponde aux 3 grands enjeux pour la ville aujourd'hui auxquels peut répondre l'artiste, je pense. Il y a évidemment des enjeux proprement esthétiques. Et aujourd'hui, on a quand même un problème on est dans un basse qualité d'environnement visuel dans les villes. On parle toujours de haute qualité environnementale. Je pense qu'il y a des enjeux de qualité d'environnement visuel et l'environnement visuel dans les villes, en particulier dans les gares. Et à cet égard, je trouve que c'est extrêmement judicieux de faire intervenir les artistes dans les gares. C'est que dans les gares, enfin pour paraphraser cette fameuse chanson d'Alain Souchon, il faut voir comment on nous parle. C'est-à-dire, il faut voir comment on nous parle, il faut voir ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on nous montre. Et je pense qu'il y a un enjeu
de produire des images qui vous instituent, qui institue le regardeur, c'est-à-dire qui institue le citoyen, c'est-à-dire qui institue le public, autrement qu'en l'instituant comme consommateur, puisque c'est les images, hein, l'environnement visuel qui est le nôtre dans les villes, il est principalement dominé, il est très largement dominé par des images qui vous instituent comme consommateur, mais qui ne vous instituent pas comme citoyen, etc. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement fort, c'est-à-dire enjeu esthétique, une haute qualité visuelle. Deuxième enjeu, c'est un enjeu politique. Les villes, enfin, une des grandes questions qui se posent aux villes aujourd'hui, c'est faire réémerger la cité sous la ville. C'est faire réémerger la cité sous l'infrastructure. C'est-à-dire comment est-ce que la ville peut être encore aujourd'hui un espace public avec toute la révolution numérique, tous les réseaux sociaux qui bouleversent notre expérience de la socialité, qui bouleversent notre expérience publique. Comment est-ce qu'on peut réinstituer, refaire de la ville un espace public et faire en sorte en tout cas que cette intervention artistique, elle soit une intervention démocratique. Et à cet égard, par exemple, hein, je vous citerai, enfin moi il y a un programme auquel je suis extrêmement attaché parce que je pense qu'il est vraiment encore et peut-être encore plus pertinent aujourd'hui que lorsqu'il fut créé, c'est le programme Nouveau Commanditaire. C'est-à-dire qu'on institue, hein, en fait, ce sont les citoyens qui délibèrent et qui font appel à l'artiste ou au designer pour répondre en fait à une question, et où la commande, on sort hein, de cette éternelle commande verticale, etc. Et c'est une commande partagée qui fait l'objet d'une délibération démocratique et qui restitue à la ville sa dimension d'espace public. Et puis, troisième enjeu extrêmement important, c'est évidemment la question écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut articuler la ville au vivant, comment est-ce qu'on peut à la fois, enfin, comment est-ce qu'on peut en faire en sorte que la ville ne soit pas juste ce lieu qui se développe d'un point de vue technologique, ne soit pas juste un développement de l'infrastructure, mais qu'il y ait cette articulation au vivant. Et là, un exemple pour finir, et j'ai découvert en fait après coup qu'il était, en fait, que c'est un artiste qui intervient dans le Grand Paris, c'est par exemple quelqu'un comme Thierry Boutonnier, c'est-à-dire des formes d'art en fait qui vont être des formes d'art processuelles, qui vont être des formes d'art qui mettent en jeu le vivant avec des arbres, avec des jardins, toutes ces formes d'art où on n'est plus dans l'illustration, mais qui me semble être en tout cas l'urgence que à laquelle la ville de notre temps doit répondre. Très bien. Effectivement, l'appel d'air, Thierry Boutonnier, et des arbres sur les parvis. Ça, c'est un élément très important. Alors, dans l'intitulé de notre rencontre, on a aussi un mot, c'est le mot de transformation urbaine. Et on va terminer ce tour de table avec Marc Monjou, je l'ai dit, directeur de l'École européenne supérieure de l'image. Et moi, j'aimerais bien vous poser cette question des logiques qui sous-tendent la transformation urbaine. Comment vous envisagez ça ? Oui, merci beaucoup. Avant de commencer, d'essayer de répondre à cette question qui est extrêmement complexe hein, et qu'on n'épuisera pas, je le crains, ce soir, rappelez aussi, je crois que vous ne l'avez pas fait, je peux corriger ça facilement, rappelez que le concours s'ouvre aussi à des étudiants. C'est vrai. Voilà, donc il s'ouvre non seulement à des artistes confirmés, illustrateurs, auteurs, autrices de bande dessinée, vidéastes et peut-être concepteurs de jeux, mais il y a aussi ou d'interface numérique, mais il y a aussi effectivement un appel qui est lancé à des jeunes artistes ou à de futurs artistes. Donc ça, c'est très important, je pense aussi, pour rejoindre ce que vient de rappeler Emmanuel Tiblou. Et c'est aussi à ce titre-là que je suis autorisé à prendre la parole ce soir, puisque l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers-Angoulême a la chance de faire partie, de faire partie de ce concours à côté de l'ANSAD, des étudiants de l'ANSAD, d'un certain nombre d'autres écoles parisiennes. Je crois qu'il y a les Gobelins, l'ESSA de Porto, il y a Alto,
à Helsinki, je me suis un peu risqué à les citer toutes et je crains d'en oublier, l'AIR de Strasbourg. Voilà, donc c'est vraiment très important parce que je crois que donc c'est d'abord à ce titre-là que je prends la parole et que je peux essayer de répondre à votre question, mais c'est aussi au titre de directeur d'une école supérieure d'art. Et je me suis posé, en recevant la question que vous nous adressiez pour cette table ronde, je me suis demandé comment nos jeunes artistes y répondraient, ou nos étudiants en art. Et effectivement, toutes les questions qui ont été abordées dans la première table ronde autour de la question des dispositifs, je pense notamment au tandem, voilà, ça me semble très important, ou les chantiers participatifs. Voilà, il y a beaucoup de ce genre de dispositifs en fait qui sont très plébiscités par nos étudiants aujourd'hui, et je crois qu'il y a vraiment une rupture générationnelle en fait. On n'est plus, je crois, dans un âge dans lequel des étudiants en art pouvaient répondre à une commande, voilà, verticale qui s'impose de manière très légitime, parce que aujourd'hui, pour les côtoyer tous les jours, et je m'en fais du coup le porte-parole, finalement c'est aussi le rôle du directeur d'une école d'art, je pense, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit dans les projets artistiques que les étudiants dans les écoles supérieures d'art aujourd'hui, enfin d'art et de design aussi, hein, Rudy, voilà, qui revendiquent beaucoup de choses, qui ne considèrent pas forcément leur création comme relevant du seul terrain de l'imaginaire en fait, hein, mais voilà, la frontière entre les imaginaires urbains et une certaine réalité, je crois qu'elle est dissoute par cette nouvelle génération, de même que cette nouvelle génération dissout un certain nombre de frontières, celle de genre, celle de l'opposition entre la nature et la culture. Voilà, il y a un certain nombre de catégories qui étaient extrêmement ancrées. Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes ce soir, mais il y a beaucoup de gens, il y a peu de jeunes gens en fait, mais voilà, toutes ces catégories-là, elles explosent. Et finalement, les imaginaires urbains qu'on appelle de nos voeux en convoquant. Alors, je crois que c'est l'expression qu'a utilisée Pierre Lunguerité. Il disait on convoque pas la bande dessinée si facilement aujourd'hui dans le champ des arts, mais je crois même qu'on la convoque pas du tout parce que c'est un art libre, de même que sans doute aussi les arts plastiques et les arts graphiques. Mais voilà, on convoque pas des étudiants en art à produire un imaginaire comme on pouvait le faire auparavant, et je crois que la frontière entre l'imaginaire et la réalité urbaine, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus mélangée qu'on ne pourrait le croire. Et finalement, moi j'ai la quasi-certitude, le projet va se lancer dans les diverses écoles dont j'ai cité le nom, j'espère sans en avoir oublié tout à l'heure, va se lancer bientôt. Et moi, je pense que, je ne veux pas parler à leur place, mais je pense que la première réflexion que les étudiants vont nous adresser, qui sont souvent militants dans les écoles supérieures d'art, d'autant plus dans les départements de bande dessinée, voilà, c'est un champ artistique avec une culture particulière, c'est que l'imaginaire, il est déjà là, en fait, c'est le grand pari. Et ça, c'est déjà la question. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une mégapole et nous, voilà, quel est notre rôle d'illustrer un imaginaire que d'autres ont forgé pour nous. Donc, pour revenir à la question que vous posiez, j'ai beaucoup digressé, mais j'y viens. Eh ben, quelle place pour les artistes? Finalement, cette place, elle est quand même assez marginale et assez réduite dans la transformation des villes. Et surtout, on l'a beaucoup cantonné un travail de surface, en fait. Alors, moi, je suis très heureux d'entendre les dispositifs comme les tandems, ou comme il y a un autre dispositif dont j'ai oublié le nom, pardon, mais voilà, qui associe pleinement en amont. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, qui associe les artistes très tôt dans le projet. Et c'est assez rare, en fait. C'est assez rare, malheureusement, dans les projets, dans les gros projets de commande publique, en architecture, les gros projets d'urbanisme. Finalement, les artistes interviennent finalement assez tard, alors qu'ils sont des auteurs j'allais dire de l'imaginaire urbain, mais pas seulement, en fait, de la réalité urbaine aussi. Et je crois que c'est Pierre Lunguerity qui le rappelait tout à l'heure. Voilà, il faut nous rendre capables de les écouter. Donc cette place, elle est elle est à mon avis trop rare, et elle est peut-être souvent aussi trop tardive. Voilà, donc je pense que ça serait imprudent de relancer un débat
très ancien, qui a animé la modernité en art et en design. Mais effectivement, d'ailleurs l'école que tu diriges, Emmanuel, en porte encore le nom, les arts décoratifs. Mais voilà, la place des artistes dans le processus de transformation urbaine, je crois qu'on doit finir par ne plus la cantonner justement à la surface ou à quelque chose de cosmétique. Mais c'est un débat qui est très difficile à résoudre. Merci. Et je crois que Rudy et Emmanuel Mais moi, veulent je voulais réagir. rajouter, avec tout le respect que j'ai de mon cher directeur, non, un quatrième point qui me paraît essentiel. On se situe quand même dans des lieux en partie de grande pauvreté. Donc toute la dimension sociale, la dimension des origines des personnes qui habitent dans ces lieux-là, toutes ces dimensions-là sont, je dirais, le quatrième facteur de ce qu'il ne faut pas oublier dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'effacer et de gentrifier ces espaces, mais au contraire de raconter ces vies-là, ces réalités-là, dans la partie positive et négative de leur vrai. Et oui, une façon de répondre sur, la façon dont nous, à l'École des Arts Décoratifs, on essaye de répondre à cette question sur la place de l'art et de l'artiste dans la ville, en suivant un peu le fil de ce que j'ai dit sur cette notion d'écosystème. J'étais ce matin il y avait le Patrick Ollier, Roselyne Bachelot, le maire de Clichy, le maire de Montfermeil, à Clichy-Montfermeil, aux ateliers le Médicis, pour notamment évoquer, avec tous ces acteurs, un projet qu'on est en train de monter avec les ateliers Médicis, qui est une école qu'on va installer dans l'extension immobilière des ateliers Médicis, qu'on appelle la renverse, parce qu'elle renverse l'imaginaire de l'intégration, en disant une chose est de considérer que nos établissements d'excellence, l'École des Arts Décoratifs, Paris, 5e arrondissement, Panthéon, a vocation à s'ouvrir pour accueillir ce qu'on appelle pudiquement la diversité. Une autre chose est de dire, en fait, on va aller construire, l'École des Arts Décoratifs va aller construire une antenne avec les ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil, et on va la construire au plus près des pratiques qui sont celles de cette jeunesse. C'est-à-dire, et on part, si vous voulez, de l'intérêt pour le dessin, pour le vêtement, pour l'usage des smartphones. Et nous, on dit, ça peut être du design vêtements. Ça peut être du design textile. Ça peut être de la photographie et de la vidéo. Ça peut être du motion design. Et donc, on a commencé là modestement par une summer school. Et puis, on avance comme ça chaque année pour créer cette école en 2025, la renverse. Et ça, à mon sens, si vous voulez, c'est de dire comment est-ce que vous faites en sorte que ces territoires dont tu parles soient des territoires d'où va émerger l'œil et la main qui vont prendre leur place dans la transformation urbaine et tendre à cette transformation urbaine un visage qui doit lui être tendu. Oui, mais comment on fait pour faire en sorte que ça soit réellement pérenne et que ça ne soit pas cosmétique, ponctuel, comme beaucoup d'actions qui ont été menées dans ces territoires et qui souvent ont été assez éphémères? Comment on s'inscrit dans la durée, dans la fameuse pérennité? C'est le mot qu'on a beaucoup employé depuis le début. Quoi de plus pérenne qu'une école? Oui. Quoi de plus pérenne qu'une école? C'est-à-dire quand vous êtes dans une école, vous êtes précisément dans ce geste de pérennisation parce que vous êtes dans cette institution très particulière qui articule les générations présentes aux générations futures, qui est vraiment cette articulation entre l'ancien et le nouveau, qui prend un visage tellement critique dans notre société. Enfin, être en crise, c'est que le rapport entre l'ancien et le nouveau n'est pas réglé. Être en transition, c'est essayer d'inventer une façon de régler ce rapport entre l'ancien et le nouveau. Et l'école, c'est vraiment le lieu par excellence où on fait transition, où on construit le nouveau à partir de l'aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas plus pérenne qu'une école. Oui, finalement, les écoles auront peut-être réussi là où d'autres tentatives ont échoué. Voilà, Sylvie. Mais par rapport à cette question de la pérennité et par rapport à la question de faire en sorte que cet art illustré qui va être dans les gares parle du dessus et pas seulement de l'architecture du dessus, ou pas seulement représente l'architecture du dessus ou l'espace du dessus, mais les gens du dessus qui sont souvent dessous et qu'on ne voit pas souvent. Je pense que bien sûr il y a la question de la représentation, il y a la question de la relation et du coup il y a la question aussi de les associer, de trouver moyen de les associer à cette période. Et en tout cas,
moi, je travaille en Seine-Saint-Denis, j'y travaille beaucoup. C'est là qu'on habite, on va dire. C'est là que notre travail habite. On travaille beaucoup avec les enfants. Je pense que la pérennité, elle vient de cette relation sociale. Et y compris la capacité que ces œuvres soient pas seulement justes, mais qu'elles soient possibles, qu'elles appartiennent à ce territoire. Et je crois qu'il va falloir faire un effort. En tout cas, moi, quand je me suis lancée, quand j'ai dit oui, ce que j'ai eu en tête, c'est que tout ce travail qu'on fait avec des dizaines de milliers d'enfants et de familles en Seine-Saint-Denis, il fallait qu'on le fasse pour ce projet-là du Grand Paris. C'est-à-dire que ça ne soit pas un truc qui arrive après, que ça soit un truc qui arrive tout de suite, qui arrive maintenant, à partir du moment où on va accompagner, on s'est engagé en quelque sorte aussi en accompagner ces artistes. Et donc, il va falloir les accompagner, oui, en relation avec les écoles, en relation avec les familles, en relation avec ceux qui prennent. Peut-être que j'apparais un peu idéaliste comme ça, mais je pense que la pérennité, elle n'est pas avant tout une question de matière ou une question de qualité du design qui va perdre de sa modernité. Elle est une question avant tout, elle est une question de relation à l'humain, de relation aux gens. Et je voulais dire une autre chose, parce que je crois qu'on l'oublie, et je ne vais pas peut-être le dire, ça mériterait de plus d'exemples. En fait, la place des artistes dans l'imaginaire urbain, avant d'être exposée, elle est déjà dans les livres. C'est-à-dire que les artistes, les illustrateurs, les auteurs, les dessinateurs, ils participent de cet imaginaire urbain, y compris de celui de la construction architecturale du Grand Paris. Je pense à un Kibilal, par exemple. On a tous des images de ça. Donc, c'est pas seulement... les interactions, elles sont bien plus fortes et bien plus multiples qu'on ne les pense comme ça à un instant T. Et c'est intéressant que ce projet nous permette d'essayer de formaliser aussi tout ça pour progresser ensemble et pour reprendre votre expression, pour rompre certaines frontières aussi, pour rendre des frontières poreuses. Et la pérennité, peut-être pas seulement des œuvres, mais la pérennité de notre société, elle est là quand même, parce qu'on est dans une société qui est éclatée de tous côtés. L'image, les pointillés qu'on va créer en image, il faut qu'elle participe de cette construction sociale. Et à un moment, avant de vous donner la parole, Rudy, très important, qui est quand même le fait que la lecture soit grande cause nationale, et avec des enjeux, et je sais que Sylvie vous les portez, des enjeux très très importants autour de cette fameuse lecture grande cause nationale, avec le livre qui peut devenir l'épicentre. Et c'est vrai que le livre, c'est aussi le livre illustré, c'est aussi l'illustration. Et cette relation entre le livre et des formes qui se développent dans les villes, ça, c'est aussi un aspect très, très important. Rudy, je crois que vous voulez... Non, ce que je voulais juste dire, c'est que même si ce travail va commencer par une compétition, puisqu'on va choisir parmi, j'espère, un nombre assez important, en finale, moi, je trouve que c'est une œuvre commune. C'est l'œuvre d'un trajet, et les personnes vont le percevoir comme ça. Et je crois que ça, c'est important aussi, c'est-à-dire, et c'est très dans l'air du temps aussi, c'est de savoir non pas uniquement poser son monument mais savoir se mettre en relation et savoir travailler avec celui d'avant et celui d'après, et petit à petit créer ce trajet pour qu'il soit réussi. Oui, alors il y a un aspect que vous êtes plusieurs à avoir abordé, c'est la question évidemment des habitants, des citoyens. Alors comment on fait véritablement, vous l'avez un peu esquissé, mais comment on fait pour les associer à ces projets, à les impliquer de manière beaucoup plus forte que dans d'autres projets ? Je pense que c'est un travail qui va revenir aussi aux créateurs, c'est-à-dire cette capacité de faire miroir, de faire écho, c'est peut-être pas miroir, c'est plutôt écho, c'est-à-dire de prendre des éléments de la réalité et de les transposer en images. Et ça fonctionne extrêmement bien. On voit tout de suite comment des choses sont intégrées. Ça, je dirais que c'est la partie qui est de la responsabilité du créateur. Après, il y a des parties qui sont de la responsabilité des organisateurs et du fait de présenter les projets, etc., qui sont certainement des parties qui auront à être travaillées très fortement. Là, je crois que Pierre-Emmanuel, tu serais
plus apte que moi à répondre. Mais je peux donner quelques éléments de réponse. Un exemple qui me permet de développer un tout petit peu ce programme, le nouveau commanditaire. J'ai été directeur de l'école des Beaux-Arts de Valence. L'école des Beaux-Arts de Valence, elle est en zone urbaine sensible, dans un quartier qui s'appelle Font-Barlette, Valence-le-Haut. C'est là où ont été tournées les valseuses pour les gens de ma génération. Et donc cette école, on ne le sait pas, mais ce quartier, c'est vraiment une plaque tournante. On est entre Valence et Grenoble, du trafic de drogue, trafic d'armes, c'est très très lourd. Et les rapports entre l'école et le quartier se dégradaient jusqu'à ce que l'école soit incendiée une nuit. Et donc là, moi, le jeune directeur, je me suis dit, voilà, qu'allons-nous faire? Et on s'est lancé dans ce programme, le nouveau commanditaire, c'est-à-dire qu'on a invité des représentants d'associations, des représentants du quartier, et on leur a dit, on va travailler ensemble, en fait, sur une représentation du quartier. On a travaillé avec une artiste qui s'appelle Alejandra Riera, et qui a fait un travail qui a donné lieu à un film et un livre qui s'appelle Enquête sur le/notre dehors, et qui en fait transforme ce quartier de Font-Barlette, de quartier stigmatisé qu'il était marginal, en une espèce de centre du monde. C'est-à-dire ce qu'on découvre, c'est que toute l'histoire de l'immigration, toute l'histoire sociale, tous les savoirs du bassin méditerranéen, mais tous les savoirs du monde aussi, s'enroulent dans ce quartier qui est une espèce d'ombilique du monde, comme ça. Et ce quartier est en fait un quartier absolument formidable. Ensuite, on a organisé, et le choix de l'artiste a été décidé. Donc évidemment, on est sur des processus de longue haleine. L'artiste a résidé longtemps dans le quartier. Ça a pris plusieurs années pour que le film et le livre se fassent. Mais aujourd'hui, par exemple, ça a donné lieu, si vous voulez, à des pratiques maintenant, depuis, et ça c'était il y a 15 ans, désormais, plusieurs fois par an, l'école, en début d'année, en fin d'année, organise un grand banquet avec les habitants du quartier. L'école a développé les pratiques artistiques amateurs à destination des habitants de ce quartier. Et ça, c'est parti de ce petit dispositif qui s'appelle le programme Nouveau Commanditaire, qui est financé par la Fondation de France et qui nous permet de faire de l'art une véritable expérience démocratique au service du territoire. Oui, un très bel exemple, effectivement, à la fois de ces imaginaires urbains, de ces représentations, et de la façon de les faire vivre dans les territoires. Écoutez, on arrive quasiment au terme de notre rencontre, donc je vous propose peut-être de poser vos questions à la fois à nos intervenants qui sont présents, mais également aux intervenants de la première table ronde. Il nous reste à peu près 10 petites minutes. Allô, ça marche? Okay. Bonsoir. Je m'appelle Vincent, je suis agent d'artiste, agent d'illustrateur, motion designer entre autres. J'ai beaucoup d'artistes une dizaine d'artistes qui vont participer à l'appel d'offres. Il y a juste une phrase qui m'a un peu accroché, qui était soutenir la création française. Donc moi, les artistes que je représente, la majorité ne sont pas français. Je voulais savoir que prenait la place finalement de de l'identité française. Est-ce qu'il y aura un poids plus important versus des artistes étrangers, sachant que c'est un appel d'offres international? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai parlé de création française, mais ça m'a peut-être échappé. En tout cas, cet appel à candidature est bien ouvert à tous les pays du monde, donc c'est évidemment pas un appel d'offres réservé aux créateurs français. Et c'est quelque chose qu'on défend dans, encore une fois, toutes les commandes qu'on fait. Évidemment, faire une place à la création française, en particulier à la jeune création française, est quelque chose d'important, mais s'ouvrir au monde est aussi quelque chose d'important. Donc on a dans toutes nos commandes des artistes, des architectes aussi, qui viennent d'horizons divers et qui viennent du monde entier. Donc c'est bien une commande qui est ouverte à tous les artistes du monde. Et dans les artistes qui seront retenus, il y aura bien un certain nombre d'artistes étrangers qui seront retenus. Le principe d'avoir un jury, c'est de ne pas fixer des pourcentages en amont, sinon ça serait un petit peu triché. Bonjour. Donc moi j'avais une question concernant justement la place des jeunes artistes en fait, parce que quand on regarde effectivement l'appel à projet, donc il y a différentes catégories
pour la notation, en tout cas sur l'appel d'offres. Et c'est vrai que quand on regarde pour la note d'intention ou pour le CV, il faut avoir fait... Il y a quand même une bonne partie, effectivement, qui est donnée, entre guillemets, aux expositions, aux publications et ces choses-là. Donc c'est vrai que quand on est jeune artiste, jeune illustrateur ou illustratrice, enfin, je pense que même pour les étudiants, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément eu déjà l'opportunité, en fait, d'avoir ces choses-là que d'autres personnes, effectivement, qui vont avoir un âge plus avancé ou qui vont avoir une carrière plus avancée. Est-ce qu'il va y avoir justement un avantage lié à ça, en fait, pour eux? Alors, on a fait le choix, et puis je laisserai peut-être la parole à nos deux directeurs d'école, mais même de réserver une partie de la commande à ce concours interécole, à ces différentes écoles qui participeront au projet, selon les mêmes modalités ensuite de réalisation et de financement que les œuvres, que le reste des œuvres. Donc ça, déjà, c'est en tout cas pour nous quelque chose qui est important, qui est fort. Et il ne s'agit pas de considérer les jeunes artistes et les étudiants, les artistes en devenir, comme à ce stade des sous-artistes qu'on paierait moins et qui auraient des emplacements différents ou plus petits ou cachés par rapport aux vrais artistes professionnels. Après, sur la sélection globale, là, c'est la même réponse que pour les artistes étrangers. Et c'est le rôle du jury, et c'est pour ça qu'on a convoqué un jury de professionnels de ces champs-là. Ça va être de trouver les bons équilibres entre des artistes confirmés, des artistes de renommée mondiale et internationale, et puis aussi utiliser la commande publique pour révéler, et ça on en rêve tous, des jeunes talents et une nouvelle génération aussi d'artistes grâce à cet accès à la commande publique. Ce que je peux tout à fait le confirmer, c'est-à-dire que sur ce plan, comme sur tous les autres du reste, le Grand Paris a été exemplaire. C'est-à-dire qu'ils sont venus en fait nous rencontrer. On s'est rencontrés en amont avec la volonté délibérée qui a été affirmée dès le début d'associer étroitement la jeunesse et les écoles, ce qui n'est vraiment pas le cas. Enfin, aujourd'hui, le Bernard Bisten qui gère la grande commande, il n'est pas venu voir les écoles pour dire il y a une partie de cette grande commande dont j'aimerais qu'elle soit portée par la jeunesse et par les écoles. Donc là-dessus, je pense que vous pouvez être tout à fait rassuré. En tout cas sur les signes qui ont été envoyés par le Grand Paris sur le souci d'intégrer les jeunes artistes à la commande, à ces commandes. Je complète juste sur ce point qui est important quand même, et puis c'est vrai que j'avais à peu près la même question. C'est juste, j'entends qu'il va y avoir un jury et donc il va y avoir vraiment, ça va être en fonction de la qualité des dossiers, mais je pense qu'à un moment donné, il y a des critères de pondération dans l'appel d'offres et les seuils sont bien à 30% sur le CV, que ce soit des étudiants ou des nouveaux artistes. Vous n'allez pas pouvoir dépasser des seuils. Vous avez des quotas concrètement. Donc les quotas de l'appel d'offres vont bloquer quand même si y a toute la bienveillance et la bonne volonté pour faire le plus d'étudiants possible. À un moment donné, 30%, c'est 30%. Donc ça dépend. Vous pouvez avoir un mauvais CV à 60 ans et un excellent CV à 20 ans. Oui, mais si je développe, c'est édition, film, exposition, publication et résidence d'artiste. Je ne suis pas convaincue. Je ne fais pas partie des jeunes, ça se voit, mais je ne suis pas convaincue qu'ils aient tout ce référentiel. Non, on demande des références, évidemment, et ces références peuvent être des références de jeunes artistes qui seront évidemment pas comparées de la même manière par le jury. Et là, c'est encore une fois le rôle de ce jury qu'on a souhaité mettre en place que des références d'un artiste international ou reconnu ou d'un artiste qui a 60 ans. Donc là aussi, faites confiance au jury pour trouver ces équilibres. Et je suis convaincu en tout cas de l'importance d'avoir ce type de commande qui mélange ces générations. Parce que d'une certaine manière, quand on fait des commandes d'un côté pour les jeunes et de l'autre pour les vieux, la commande pour les jeunes, elle est toujours un petit peu moins importante, un peu mise de côté, où elle n'est pas considérée pareil. Là, se dire qu'on peut avoir une star avec un jeune, avec la même commande, avec la même intention de départ, et avec ce que disait Rudy, finalement, cette idée presque d'œuvre collective à l'échelle du réseau, ça va donner beaucoup plus de force aussi
dans l'accès à la commande à cette jeune génération qui sera invitée à y participer. Et il faut vraiment saluer, oui, une belle énergie, et je pense être vraiment dans la confiance, parce que inversement, on pourrait le soutenir que, si vous voulez, il y a énormément d'appels pour les artistes dits émergents, et que être artiste, moi j'ai plein d'amis qui sont des artistes de 40 ans, de 50 ans, pour qui ça a été formidable. Quand ils avaient été 25 ans, c'était les vedettes de demain, et puis qui sont dans des moments, dans des passes comme ça, difficiles. Donc il faut soutenir de la même façon les artistes de 40 ans, de 50 ans, les hommes, les femmes, que les jeunes. Et ensuite, il faut considérer que les écoles, elles permettent de doter quand même les jeunes artistes d'une grande expérience, c'est-à-dire il y a la mobilité internationale, il y a les stages, il y a des résidences, vous pouvez faire des résidences aussi quand vous êtes étudiant, etc. Ensuite, faisons confiance dans le jury qui sera relativisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la même quantité d'expérience professionnelle de la part de quelqu'un de 20 ans et de la part de quelqu'un de 50 ans. Oui, et puis Emmanuel, on peut rajouter une chose, c'est que il ne faut pas confondre. C'est vrai que quand on voit comme ça des critères, en fait, c'est des repères plutôt qui sont donnés. Ce n'est pas un appel d'offres de type marché. Donc ces critères-là, ils ne sont pas éliminatoires. On n'est pas obligé de s'y tenir exactement. Et il y a souvent une confusion quand on fait des appels d'offres. On pense que c'est des marchés. Ce n'est pas un marché. Donc juridiquement, on n'est pas contraint par le respect d'une loi qui est la loi des marchés. C'est deux choses différentes. Je constate souvent, participant à beaucoup d'endroits, il en sait quelque chose. Et là, on est sur un appel d'offres qui donne en fait des critères qui permettent à chacun de se repérer. C'est ça qui est important, qu'il faut reprendre. Pardon, il y a une autre question. Bonsoir, Xavier Jarcy, je suis journaliste à Télérama. Et j'aurais deux questions. Il y en a une qui me travaille depuis longtemps. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des gares du Grand Paris? Normalement, en métro, ça n'a pas besoin de gare de surface. Donc pourquoi ce choix a été fait? Et c'est pas un petit peu dommage parce que ça divise les investissements entre la surface et la gare souterraine. Voilà. Et deuxième question, donc ces fresques pérennes, est-ce qu'il y a un matériau imposé ou est-ce que l'artiste pourra choisir sa technique? Bon, je vais laisser Rudy répondre à la deuxième et je vais essayer de vous répondre sur la première. Je dirais que la réponse, elle est avant tout technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne construisez pas le métro comme on l'a construit en 1900. Vous ne le construisez pas comme en 1900 parce que, on passe après tout ce qui a été construit depuis 1900, donc mécaniquement, on tend à être un peu plus profond, et on le regrette tous, que le métro de Paris qui se glissait sous la voirie à 7-8 mètres de profondeur. Techniquement, on ne répond pas aussi aux mêmes normes en 1900 et aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des ascenseurs, il n'y en avait pas dans le métro de Paris, c'est d'ailleurs aujourd'hui un des grands problèmes. Donc il y a des problèmes d'évacuation, de sécurité incendie, je vais vous épargner les détails, mais qui font qu'on a besoin aujourd'hui de faire remonter tout un tas d'édicules à la surface. Et on ne peut pas imaginer une gare très pure avec juste un escalier qui descend sous terre. Ça, aujourd'hui, on ne sait plus le faire. On a peut-être su le faire en 1900 dans le cadre réglementaire et technique de l'époque. Aujourd'hui, on ne saurait pas le faire. Donc plutôt que d'avoir à un moment donné des espaces publics mités par toutes ces séries d'édicules et de sorties qui arrivent dans la ville, et compte tenu aussi du coût de construction en souterrain qu'on a souhaité réduire au maximum en réduisant les volumes souterrains au maximum, on avait besoin d'un peu de place aussi à l'extérieur. Donc on s'est dit qu'on allait concentrer les accès, concentrer les flux dans des émergences qui sont des bâtiments qui ne sont pas non plus de taille incroyable. On a des choses tout à fait modestes, mais qui apportent aussi un signal dans la ville. C'est le signal de l'entrée de métro qu'on retrouvait aussi avec les émergences d'Hector Guimard et qui viennent permettre un accueil du public et une organisation de l'ensemble des services liés au transport, la vente de tickets, l'information aux voyageurs, etc. Plus simple à organiser du point de vue de l'architecture et de l'organisation des différents volumes qui composent ces gares. D'où ce choix, encore une fois, de ne pas faire de simples bouches de métro, mais d'avoir des bâtiments émergents. Alors, est-ce que les gens appelleront ça des gares ou des stations ?
Je pense que les gens appelleront ça des stations parce que ça reste du métro. C'est un nom de code pour faire le projet. Maintenant, l'utilisation de ce réseau ne sera pas différente dans son fonctionnement et dans les trains qui passeront de ce qu'on connaît quand on prend la ligne 14, qui est une ligne entièrement automatique, avec des intervalles très réduits entre les différents trains. Voilà, j'espère avoir répondu à votre première question. Et puis Rudy, sur la deuxième. Alors, pour la deuxième, on est dans une sorte d'équilibre entre des marchés publics, des appels d'offres et des choses comme ça, et la nécessité, et on va vraiment y veiller, d'être le plus proche possible des exigences et de la qualité de la reproduction des œuvres. Voilà, il y aura certainement là, y compris des négociations avec les artistes pour pouvoir arriver à... Pour être clair, on n'a pas encore... Voilà. On est encore dans une phase de prototypage, on fait des tests. On n'a pas encore figé complètement la technique utilisée pour le support. Il y aura aussi quelques cas particuliers. Je pense qu'il y aura des cas particuliers entre des dessins qui seront qu'en noir et blanc et d'autres. Voilà. Heureusement, tout n'est pas bloqué et on peut encore réagir au projet des illustrateurs. C'est des reproductions, oui, a priori. Mais c'est quand même quoi. C'est pas uniquement un élément. Ah, oui. Vous avez toute une série sur 2 quais. Voilà, il y a une quantité. Hein, non, je crois que c'est important de le dire. Quoi. C'est pas une œuvre. C'est pas cette surface. C'est cette surface multipliée par X a priori sur 2 quais. Voilà, il y a une vraie. On a vraiment réfléchi avec tout le groupe. Est-ce qu'il faut, par exemple, une type d'illustration différente entre 2 quais, etc., etc. On est bien dans cette question, je dirais, de reconnaissance d'une gare. Je fais le trajet quotidiennement. Ah oui, je suis là. Donc il y a cette... que je sois complètement au départ du train ou à la fin. Il y a des éléments qui sont fonctionnels, mais qui, d'après moi, ne sont pas dérangeants par rapport à la création de l'œuvre. Bonsoir, bonjour. Donc, je suis Julia Descourtis. Je suis également agent d'artiste, artiste illustrateur et motion designer. Et une des particularités de cet appel d'offres, c'est qu'il est ouvert à des motion designers. Et donc, je voulais savoir si ces artistes-là pouvaient s'autoriser à penser leurs œuvres animées, puisque c'est quand même la particularité de ces artistes. Alors, oui, et on pensait... oui, dans le sens où le train arrive. Bouge. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la technologie, il y a donc tout ce qui est réalité augmentée, virtuelle, etc. Et donc, est-ce que des dispositifs comme un QR code peuvent être imaginés, oui, en sachant collés à l'œuvre et que du voilà, coup... en sachant que dans 10 ans, on n'aura plus de QR code, ouais. On aura autre chose. Voilà. Et en intégrant toutes ces choses-là, nous, on n'est pas contre. Ok. Excusez-moi, moi c'était concernant encore la deuxième question de tout à l'heure de monsieur. Est-ce que c'est une volonté, j'imagine, d'homogénéiser les 3 récits dont parlait madame, c'est-à-dire qu'on a toujours le même cadre dans toutes les mêmes gares. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de jouer justement avec toutes les gares qui sont différentes, faites par des architectes différents, avec des artistes différents. Alors je sais que là, on arrive après l'architecture, tout sera déjà construit. C'est un peu, je trouve que ça fait un petit peu décoration de fin, où genre, bon bah voilà, vous avez ça, il faut rentrer là-dedans, plutôt que de se dire, voilà, on travaille conjointement. Alors je sais, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de gares, mais vous voyez un peu la question. C'est là, je trouve, c'est un peu limité dans des cadres, et puis il faut voilà. Alors c'est la même chose en matière de signalétique. Malheureusement, on est dans des cadres et on est dans un projet qui doit pouvoir évoluer, un projet qui doit pouvoir, voilà, un projet qui, je ne sais plus le nombre d'objets signalétiques, mais c'est un nombre faramineux. On est quand même dans de l'industriel, hein. Et je crois qu'on est arrivé. Ça a été une bataille quand même assez importante que de se dire on crée malgré cette logique transport commun, hein, cette logique métro, etc., on crée un espace qui est un espace particulier. Ça, c'est une dimension de la réponse. L'autre dimension, c'est que le nom de la gare est véritablement associé à cette illustration. Et il y a une sorte d'écho
entre, je dirais, le nom de la gare et à tel point que l'inscription vient prendre une partie de cette illustration. Donc l'association, je pense qu'elle n'est pas tant architecturale, elle est là beaucoup plus signalétique et beaucoup plus, je dirais, dans la partie information que dans la partie de la gare complète, sachant que chaque gare est différente, que chaque gare... Si vous voulez, le système qui a été mis en place, qui est vraiment intéressant, c'est malgré une architecture différente, on a un système de trame qui fait que les supports eux-mêmes peuvent être identiques, quelle que soit l'architecture. Ça aussi, ça a été quand même un combat et c'est un élément, je pense, assez intéressant de ce projet. Et puis je pense que ce n'est pas le tout de la place de l'art et des artistes dans le Grand Paris. C'est-à-dire que là, on est sur une commande, en effet, où on peut considérer que l'artiste est assimilé à un animal domestique ou un animal de compagnie qui fait où on lui dit de faire. Mais il y a d'autres. C'est aussi pour des raisons d'industrialisation, je pense, de la commande, parce qu'on est sur une très grande échelle, on est sur des niveaux de complexité élevés, donc on donne un cadre. Et ce cadre, il faut aussi le prendre, je pense, comme une chance, comme un espace d'intervention. Mais et puis il y a d'autres formes. Enfin, je ne sais pas exactement ce que fait Thierry Boutonnier, mais je trouve que c'est beaucoup plus. Enfin voilà, là on n'est pas du tout dans l'artiste comme l'animal domestique à qui on dit bon bah tu vas faire là où on te dit de faire. On est dans autre chose. Et il y a plusieurs registres comme ça d'intervention, je crois, à l'échelle du Grand Paris. Je crois que c'est la dernière question. Et la dernière question. Bon, parce que vous ne ruinez pas mes efforts pour avoir rendu à l'heure l'antenne. Je crois que le protocole de la lingette. Voilà, donc je ne sais. Non, Thierry Boutonnier, moi je préciserais, c'est Polonia sur le parvis des gares, laisse rêveur. Voilà, c'est vrai que c'est un travail assez surprenant et assez étonnant. C'est ça, hein, avec Appel d'air. Appel d'air que je vous recommande. À Nanterre. Oui. Bon, alors partagez-vous la question. Allez. Bon, ça va être très rapide. En fait, ça va être encore d'ordre technique, mais c'est par rapport à la reproduction, donc ça va être en tramage. C'est au niveau du détail, parce que comme je suis illustrateur, j'ai besoin de savoir quelle finesse de détail, quel rapport on peut avoir avec le public. Est-ce qu'on peut penser à faire des choses très petites et très détaillées, ou est-ce qu'il faut plutôt privilégier des grands formats, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Le format est imposé. Oui. Non. Alors bon, si un personnage, on le reproduit à 10 cm, ou si on va plutôt faire des personnages qui vont faire... parce que je dis personnage, parce que ça a l'air d'être plutôt figuratif, éventuellement paysage, mais tout ce qui est abstrait a l'air d'avoir été... Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la pérennité du regard, c'est peut-être justement de se dire c'est une œuvre qu'on voit la première fois de cette manière et on arrive à y rentrer dedans. C'est-à-dire qu'on voit d'autres détails à fur et à mesure etc. Mais c'est une possibilité, hein, tout est ouvert. Mais je crois que vous pouvez tout à fait travailler avec du micro, pourvu qu'elle soit visible malgré tout depuis les gares, depuis les trains. Les gens pourront les voir de très près ou d'un peu plus loin. Ouais. Et ils pourront les voir aussi en mouvement. Oui. Ils pourront les voir dans l'intérieur des trains. Non, mais c'est pour connaître les limitations techniques, en fait. Tout simplement. Merci. Justement, pour rebondir un peu sur ça, c'est une question aussi un peu technique, c'est que dans les gares du métro parisien qu'on connaît tous, à part certaines gares comme Arts et Métiers ou enfin d'autres gares qui sont assez atypiques comme ça, il n'y a pas, par exemple, de visuel avec de la publicité qu'on peut... Est-ce que là, pour le Grand Paris, il va y avoir justement des visuels publicitaires entre les illustrations, justement, pour voir si on peut créer une histoire sur la longueur de l'avant à l'arrière ou pas? Toute la face où sont les illustrations est complètement libre de publicité. Je crois qu'il faut c'est les nouveaux quais, hein, c'est-à-dire que vous avez une façade de quai côté rame qui est complète. C'est-à-dire c'est pas uniquement une petite barrière à 2 mètres, c'est complet.
et vous avez l'arrière. Et donc, on a dégagé complètement l'arrière, c'est-à-dire, en effet, celui qui est dans le train ne voit pas la publicité. Celui qui attend se trouve face à des publicités de format plus petit, qui est à côté de, voilà, à donc côté des portes d'entrée. Il n'y a pas des espèces de 4x3 non, entre, non, voilà. non, Okay. non, non. non, c'est vraiment libre de... Ouais. Ouais, je crois que là, bon, alors très très vite. Et puis, allez, c'est... intéresser tous les artistes, je pense. Oui. Je me permets juste une question. Alors, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas vu, et dans ces cas-là, mea culpa. Mais je voudrais rapidement qu'on aborde la partie droit d'auteur et cession de droit. Et... parce que je l'ai peut-être mal lu, excusez-moi. Mais c'est un thème important. Et puis, en fait, si peut-être il y a notre signature, dans quelle mesure elle y est ou pas, ou c'est vous qui allez l'intégrer quelque part ou pas. Voilà. Pour la signature, sachez qu'il y a un cartel. Je crois que c'est important. C'est-à-dire toutes les œuvres de la gare sont expliquées. Et les noms des auteurs sont placés. Ouais. Ouais. Pour les droits, je vous laisse d'autres. Bon, ça fera l'objet peut-être d'une deuxième rencontre. Oui, je pense, oui. Peut-être même d'un colloque. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, Sylvie, oui. Je pense quand même qu'on peut dire qu'il y a une rémunération pour les artistes, et je pense que nous tous professionnels, on a posé cette question avant de s'engager, évidemment, mais de ce que je crois, alors je ne suis pas allée revoir le dossier, la rémunération est spécifiée. Effectivement, et puis on travaillera ensuite dans le détail des contrats, et on le fait sur l'ensemble des projets artistiques que l'on mène. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en plus de cette commande. Donc on s'est forgé aussi de plus en plus une culture de la commande publique, et on veille à l'ensemble de ces questions de droit d'auteur pour préserver évidemment les intérêts des artistes, veiller à bien encadrer ce qui relève ensuite des droits de reproduction éventuels liés à l'œuvre. Et donc on est vigilant pour trouver le bon équilibre entre la protection des artistes et de leurs œuvres, et puis derrière, la vie aussi de ces œuvres dans un espace qui est celui des gares, et qui, on revient à la première table ronde, mais qui est un espace de vie qui évolue, et qui n'est pas celui de la galerie ou du musée. Voilà. Je te rends l'antenne. Voilà, on rend l'antenne. Merci à tous nos intervenants, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Alors voilà, mais merci. Merci à vous tous. Merci.